Ce soir du 4 août 2000, quand David, 15 ans, croise Cilia, sa sœur aînée, vers 18h30, il ne se doute pas que c'est la dernière fois qu'il la voit vivante. La famille Trindler, des Suisses allemands originaires du canton de Zurich, sont arrivés au camping municipal de Carcamplage quelques jours auparavant. Ils connaissent bien les lieux. Tous les étés depuis 10 ans, ils viennent passer quelques jours dans la région. Et ils savent que le coin est réputé calme. Mais quand Cilia, qui est âgée seulement de 18 ans, ne revient pas prendre le repas du soir avec la famille, ils ont de suite un mauvais pressentiment. La jeune fille, décrite comme discrète et timide, ne se liait pas d'amitié facilement. Pourtant, dans l'après-midi, elle avait été aperçue avec un groupe de jeunes parisiens. A-t-elle décidé de les rejoindre pour passer la soirée? C'est peu probable, sinon elle aurait sûrement averti ses parents. Au fil des heures, l'angoisse monte. Et après avoir cherché Cilia de partout dans la station balnéaire, sa famille se résigne à prévenir les autorités. Des recherches sont lancées. Les gendarmes arpentent le terrain et un hélicoptère est utilisé pour balayer la zone. Mais aucune trace de Cilia. Où peut-elle bien être? Il ne faudra pas longtemps pour que le mystère soit levé. En fin de matinée, le samedi 5 août 2000, un couple de Hollandais qui se balade dans les dunes à 2 km au nord de Carcamplage va faire une macabre découverte. Là, en partie enfoui dans le sable, gît le corps dénudé d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Il ne faudra pas longtemps pour que la malheureuse soit identifiée. C'est bien Cilia qui gît là, fauchée à l'aube de sa vie. Que s'est-il passé? À côté du corps, les chaussures rouges de la victime sont bien rangées. Et la bague de Cilia est à l'intérieur de l'une d'elles. Est-elle venue ici accompagnée? Est-elle venue seule prendre un bain de minuit et a été attaquée après que les satyres l'aient repérée? Mystère. Quoi qu'il en soit, l'autopsie révélera que la victime a été étranglée et qu'elle a été étouffée avec du sable. Étant donné que la victime est dénudée, les enquêteurs privilégient le crime sexuel. Pourtant, l'autopsie ne révèle aucune trace de viol. Mais alors, pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir s'en prendre à la jeune fille? Et surtout, qui est l'auteur de ce meurtre atroce? Aujourd'hui, 22 ans après, malgré une enquête colossale, le mystère plane toujours. Bon, voyons ça d'un peu plus près. Alors ça risque d'être un peu brouillon, mais bon, ça peut être que brouillon parce que c'est tellement tortueux comme affaire que... Alors on va voir un peu ce qui a été fait et tout. Mais déjà, bon, il y a de l'ADN. Ils ont retrouvé de l'ADN sous les ongles de la victime. Un ADN qui est complet, contrairement à certaines affaires qu'on a déjà traitées ensemble. Alors, cet ADN, il est diffusé dans 56 pays. Il y a eu dans la région 5700 prélèvements qui ont été faits sur des hommes qui étaient dans les campings de la région. Ça n'a rien donné. Bon, il faut savoir qu'il y avait 25 000 vacanciers dans la région avec plus de 5 000 jeunes de plus de 16 ans qui étaient susceptibles d'avoir commis les faits. Donc c'est gros comme affaire, comme enquête et tout. En plus, c'est une région touristique. Ça s'est passé début août, donc il y avait les gens qui se croisaient, les juilletistes, les haussiens, tout ça qui se croisaient. Bon, ils ont interrogé le plus de monde qu'ils pouvaient avant que les gens partent. Et ceux qui étaient déjà partis, que la police a pu établir qu'ils étaient sur place mais qui étaient déjà partis, ils leur ont envoyé des questionnaires. Alors il y a plusieurs portraits robots qui ont été dressés. Il y en a eu 5 en tout, qui n'ont rien donné. Et il y en a un qui a été dressé justement par un pompier de la région de Saint-Étienne qui a reçu un questionnaire chez lui à propos de l'affaire.
Et il a dit que Cilia elle avait été vue avec un jeune qui décrivait comme antillais ou créole, à peu près 1,80 m, svelte, avec des genres de tresses décolorées et reteintes en roux. Voilà, alors Cilia apparemment elle pleurait. Lui il avait pris par le bras, il avait l'air de la réconforter. Et il montrait pas d'agressivité envers elle. Voilà, donc ce témoignage-là, il a été donné en mars 2001, c'est-à-dire 8 mois après le crime. Et pareil, 8 mois après qu'il y ait eu ce témoignage qui soit tombé, il y a un Marocain qui ressemblait au portrait robot établi, qui a été arrêté dans l'Aveyron après qu'il a agressé un gendarme. Mais l'ADN l'a disculpé. Après, il y a un policier municipal qui a été soupçonné, pareil, il a été disculpé aussi. Et c'est tout ce qu'on sait à propos des suspects qui sont passés entre les mains de la police. Voilà, alors après, les autres portraits robots qu'il y avait, je vous ai dit, il y en avait eu 5, mais déjà, il y en avait 2 qui avaient été faits pour le même individu, et c'était des personnes qui n'étaient pas soupçonnées d'être les auteurs du crime, mais qui étaient intéressantes pour l'enquête, apparemment. Bon, ils ont été identifiés, ils ont été écartés. Euh, voilà, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé dans le journal intime de Cilia s'il n'y avait pas des informations qui pouvaient les intéresser. Apparemment, ça n'a rien donné non plus. Ils ont interrogé, bien sûr, des témoins potentiels qui étaient autour. Il n'y a rien eu. Aucune information qui a pu permettre de lancer sur une piste valable. Voilà, il y avait 50 enquêteurs sur le terrain qui cherchaient des pistes et ça n'a rien donné non plus. Les soupçons aussi s'étaient portés sur des autostoppeurs à un moment, mais bon, ils ont vite été disculpés. Après, les enquêteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés en Suisse pour entendre les profs et les camarades de classe de Cilia. Alors, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils ont dit que Cilia, elle était appliquée, mais fragile psychologiquement. Bon, pour nous, c'est pas intéressant parce que c'est pas comme dans une affaire de disparition. Par exemple, dans une affaire de disparition, on vous dit la victime, elle est fragile psychologiquement. Vous pouvez vous dire, bon, elle est partie dans un coin, isolée, elle s'est tuée, le corps n'a pas été retrouvé. Ou elle est partie, elle a refait sa vie, elle n'a pas été retrouvée. Mais là, c'est une affaire d'homicide, le corps il a été retrouvé. Donc, qu'elle soit fragile psychologiquement ou pas, c'est pas très très important. Parce que bon, quoi qu'il arrive, elle a été assassinée, elle a été tuée. C'est pas elle qui s'est étranglée et qui s'est à demi enterrée dans le sable. Donc, bon, c'est intéressant de savoir si elle pouvait suivre des gens facilement et tout. Mais apparemment, c'était pas le cas. Donc, après, bon, bien des années après, on a su qu'il y a des auditions qui devaient être menées dans le milieu du reggae, à Paris et dans le Médoc. Parce qu'en fait, à l'époque du meurtre de Cilia, il y avait un festival qui s'était tenu, un festival reggae qui s'appelait Sunska, que si vous connaissez, que vous avez des photos de ce festival en 2000, c'est très important, gardez-les et essayez de voir si vous pouvez pas les communiquer à la police près de chez vous ou quoi. Donc il devait mener des auditions dans ce niveau-là, dans ce milieu-là, parce que Cilia elle aimait bien le reggae et tout ça. Ensuite, peu de temps après, les soupçons se dirigeaient apparemment vers des proches de Cilia. Alors des proches, on a vu qu'elle est descendue avec sa famille. Est-ce que c'était le frère? Est-ce que c'était les parents? On ne sait pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a des amis de Cilia de Suisse qui étaient descendus la rejoindre apparemment. Dont son ex-petite amie. Alors là, vous me dites, bon, il y a un suspect qui apparaît à la lumière. Seulement, il y a cette histoire d'ADN.
Vous allez me dire, ouais, mais il le voit de suite si c'est l'ADN du petit ami ou pas. Alors bien sûr, ça oui, il voit de suite si c'est l'ADN du petit ami ou pas. Seulement, ce qui doit se passer, c'est qu'ils sont pas sûrs que l'ADN qui a été retrouvé sous ses ongles est l'ADN de l'auteur du meurtre. Parce que bon, même nous, on connaît pas la nature de cet ADN. On ne sait pas si c'est de la peau qui a été arrachée avec du sang, comme si par exemple elle avait griffé l'agresseur. Ou si c'est des petites cellules qui ont pu atterrir sous les ongles par un ADN de contact, n'importe quoi, quelque chose qu'elle aurait touché, et de l'ADN serait venu se foutre sous son ongle. On ne sait pas ça. Et eux, ils ont sûrement le doute aussi, eux, ils savent la nature de ce qu'ils ont trouvé, des prélèvements et tout, ce que c'est. Mais voilà, où ils pensent que le petit ami, par exemple, ou un des amis, il est impliqué, mais qu'il y avait une autre personne avec, que c'est la personne porteuse de l'ADN. Cette personne, quand ils ont été interrogés, les amis et le petit ami, ils l'ont pas balancé, ou par solidarité ou par peur. Donc il y aurait le petit ami par exemple qui aurait tué Cilia sous un coup de folie, ou pour une histoire n'importe, et il y avait cette deuxième personne qui était sur place, qui l'aidait, et voilà, Cilia elle s'est défendue et l'ADN s'est retrouvé sous les ongles. Voilà, ça peut être ça. Où l'ADN n'est pas du tout lié au meurtre, ils sont obligés de mettre un nom dessus pour pouvoir ou incriminer la personne ou l'écarter. C'est pour ça qu'ils l'ont diffusé dans 56 pays. Voilà, c'est fort probable, enfin, c'est possible aussi que l'ADN sous les ongles ne soit pas celui de l'auteur. Parce que, bon, si vous voulez, il y a toujours moyen de... Si vous regardez les criminels et tout, des fois, bon, il y a même du sperme ou quoi qui est retrouvé sur la victime. Et ils disent, ouais, mais c'est pas moi l'auteur du meurtre. J'ai eu des rapports avec elle, mais c'est pas moi l'auteur du meurtre. Il y a toujours des arguments, ils peuvent toujours essayer de se défendre en justifiant que leur ADN il a atterri sur la victime. Il y a deux trucs, enfin il y a plusieurs trucs qui sont très durs à défendre. C'est par exemple si votre empreinte digitale elle se retrouve dans le sang de la victime, que la victime a été poignardée, etc. Là vous êtes mal. Ou si votre ADN il se retrouve dans le sang de la victime, pareil vous êtes mal. Mais après vous regardez par exemple Jean-Marc Reiser, ils ont trouvé le sang de Sophie Le Tan chez lui et il essayait encore de justifier comme quoi il avait vu qu'elle s'était blessée, blablabla, qu'il avait juste fait un pansement et qu'après elle était repartie sur ses jambes. Tout ça pour vous dire que ils essayent toujours de justifier. D'ailleurs, en parlant de Jean-Marc Reiser, il a sévi dans la région, mais là il pourra pas être sur l'affaire de Cilia Trindler parce qu'il est en prison. Voilà. Par contre, il est sûrement dans une autre affaire que je vous laisse découvrir, qui est une affaire de disparition, que la fille elle a disparu dans son quartier. C'est pas Françoise Oman, c'est une autre fille que personne fait le rapprochement et tout, et que tout le monde a l'air de s'en foutre. Je vous la mettrai en pin comment. Voilà. Bon, tout ça pour revenir à l'affaire Cilia Trindler, où le petit ami il a rien fait. Et l'ADN sous les ongles c'est celui de l'auteur, ou le petit ami il est dans le coup, et l'ADN qui a sous les ongles n'a aucun rapport avec le meurtre. Alors il faut savoir que lors de l'autopsie, apparemment ils ont vu qu'elle avait eu des rapports sexuels non forcés. Alors est-ce que c'était des rapports sexuels forcés mais ça n'a pas laissé de marque? Ou est-ce qu'elle a eu des rapports sexuels non forcés avec un autre individu qui n'a pas été identifié? Ou est-ce que c'était avec le petit ami? Donc elle a des rapports avec le petit ami, non forcés. Après ça dégénère et la tue. Possible aussi. Ce qui s'est déjà vu dans des affaires aussi, c'est qu'elle a des rapports dans la journée avec même le petit ami. Et après elle part et quelqu'un la tue. Et le petit ami n'a rien fait. Voilà, c'est tortueux. Mais les cold cases c'est jamais simple. Sur Infocrime, on ne s'assoit pas sur une chaise, on ne vous lit pas des articles sur Wikipédia, on se creuse pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc
Si vous voyez une solution à ce problème d'ADN, là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, voilà, on a vu la piste du petit ami ou de l'entourage. C'est le même principe avec quelqu'un d'autre de l'entourage. Voilà, il aurait eu une altercation avec Cilia, il y a quelque chose qui serait parti en biberine, il aurait tué, et l'ADN sous les ongles, donc le rapport avec le crime, toujours pareil. Après, il y a bien sûr la piste du rôdeur, qui donc, un exemple, il voit Cilia, il agresse, il la tue. C'est pas parce qu'il y avait pas de traces de viol qu'il n'y a pas eu agression sexuelle. Sans vouloir rentrer dans les détails scabreux, euh, il a pu tout simplement faire des attouchements sur la victime. Euh, et après, voilà, la voyant se défendre et tout, peut-être crier ou quoi, et qu'il est tué. Bon, il y a un truc qui est étonnant, c'est que au niveau de la police scientifique, le hasard a fait qu'il y ait un laboratoire à Bordeaux qui est tenu par un ponte. Vous avez déjà sûrement entendu son nom si vous regardez beaucoup de True Crime. C'est le docteur d'Outremet-Puich. Là-bas, ils ont passé en fait les habits de CDA au tamis de micro-dissection laser. Bon, je sais pas exactement à quoi ça correspond, je suis pas trop branché forensique tout ça. Bon. Mais bon, c'est un truc très poussé. Comme je vous ai dit, le professeur d'Outremet-Puich, c'est une ponte. Voilà, il y a sûrement les meilleures investigations possibles qui ont été faites. Et ils n'ont pas trouvé d'autres ADN apparemment sur les habits. C'est ça qui est un peu... parce qu'il y aurait eu quelque chose ou quoi, il y aurait eu d'autres dépôts d'ADN, on peut imaginer ça. Bon, enfin bref. Donc voilà, cet ADN sous les ongles, il peut appartenir à un gars qui ou était de passage, ou même un local, qui n'est pas connu de la police, qui n'a jamais commis de fait qui a conduit la police à prélever son ADN, qui a jamais eu de comportement qui aurait pu laisser penser qu'il soit dans des affaires comme ça. Et le gars, il est passé sous les radars. Alors ça, c'est inquiétant parce que si c'est ça, si il est toujours en liberté qu'il n'est pas mort, il peut frapper à tout instant. Ça peut être aussi l'ADN d'un gars qui est connu des services de police, même un agresseur sexuel, un criminel, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vu la période à laquelle ça s'est passé, le gars il a pu ne pas être prélevé. Donc déjà parce qu'à l'époque ça se faisait pas automatiquement, loin de là. On l'a vu avec l'affaire Nadège Desnois. Que si vous savez pas ce que c'est, je vous la mettrai en pin comment parce qu'on l'avait traité, parce qu'elle faisait partie de la liste de 21 cas dans lesquels l'OCRVP investigue les fournirés, qu'en fait les fournirés ils avaient rien à voir, que c'était un gars qui s'appelle Pascal Lafolie qui avait fait le coup. Bon, enfin bref, ce gars, il avait tué cette fille en 94. Il a été écroué pour viol plusieurs fois après l'an 2000, donc après la création du FNAEG qui a eu lieu en 98. Il n'avait pas prélevé. Voilà, il est rentré 2 fois pour viol, il a fait ses peines, il est sorti libre. Et là, il a mis une claque à sa femme l'année dernière, il est allé porter plainte. Et là, comme maintenant il prélève automatiquement, c'est là que ça a matché dans le FNAEG. Voilà. Cilia, elle a été tuée en 2000. Ça faisait que 2 ans que le FNAEG il avait été créé. Donc où le gars il est passé entre leurs mains mais il n'a pas été prélevé, donc ça n'a jamais matché. Où il a été arrêté pour des faits antérieurs à 98. Voilà, parce que si vous voulez, bon, il y a un truc qui s'appelle le principe de non-rétroactivité. C'est l'article 2 du Code civil. Et Faux-Crime, il te donne même des cours de droit gratuits. Vas-y, abonne-toi, like la vidéo, c'est gratuit, arrête de faire le rat un peu.
Alors c'est quoi ce principe de non-rétroactivité, l'article 2 du Code civil, tout ça, qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif? C'est un fait qui a été commis avant la loi, si vous voulez. Il ne pourra pas être sanctionné comme après que la loi a été passée. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer, mais par exemple là, euh, admettons le gars il aurait violé une fille en 97, violé ou tué une fille en 97. En 98, il y a le FNAEG qui est créé, la loi qui dit que tous les criminels sexuels ils doivent être prélevés pour être mis dans le FNAEG. En 2000, il tue Cilia, ce gars. Et après, il est confondu pour le viol de 97 en 2001. Bon, pas avec, il serait pas confondu avec de l'ADN, bien sûr, sinon ça aurait matché. Pour Cilia aussi. Mais admettons, il est confondu pour son viol de 97 par des témoins ou quoi. Comme les faits ils ont lieu en 97 et que la loi elle a été passée en 98, ils peuvent pas le prélever. En gros. Voilà. Bon, dans ces cas-là, c'est embêtant aussi. Donc il serait passé entre leurs mains. Depuis, il n'aurait pas récidivé. Sinon, on peut penser qu'il a été prélevé. Ou sinon, il aurait récidivé, il aurait encore pas prélevé parce que les prélèvements ils les font pas toujours automatiquement comme je vous l'ai dit. Bon, en fait, c'est très compliqué cette histoire. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai des gars dans le coin qui sont susceptibles d'avoir fait le coup. On va les passer en revue. Bon, il y avait qui comme tordu dans le coin? Alors, on va commencer par celui qui était le plus loin géographiquement. Il était à 200 km. 200 km, c'est pas de l'autre côté de la planète. Et dans une affaire criminelle, c'est pas loin. C'est pas très loin non plus, sachant qu'il n'y a pas des millions de meurtriers en France, contrairement à ce qu'on essaie de vous faire croire. Donc à 200 km, on avait François Vergniaud. François Vergniaud, qui c'est? Bon, il a été connu parce qu'il a tué une petite en 2020 à Nantes. D'ailleurs, c'est moi qui avais diffusé sa photo et son nom complet avant les médias. Donc à François Vergniaud, à l'époque, il habitait pas à Nantes, justement, il habitait à Saint-Jean-d'Angély, qui se trouve à 200 km, comme je vous l'ai dit. Et au début des années 2000, c'est à l'époque où il était violeur en série. En fait, si vous voulez, bon, il était violeur en série au début des années 2000. Ils l'ont arrêté. Il est sorti en 2014-2015 et en 2020, il a tué une petite à Nantes. Voilà. Voilà qui c'est. Ensuite, il y avait Didier Buret. Didier Buret, malheureusement, j'ai pas sa photo. Euh, Bon, qui c'est un gars qui violait sa propre sœur. Justement, là, le hasard a fait qu'il y a un podcast qui est sorti sur cette affaire aujourd'hui, sur l'affaire de Didier Buret, mais c'est une rediffusion, elle était déjà sortie il y a un petit moment, cette affaire. Dans l'heure du crime, allez l'écouter si ça vous intéresse après cette vidéo. Donc, Didier Buret violait sa propre sœur avec son frère qui est en liberté en ce moment, qui a été condamné pour d'autres viols. Et donc Didier Buret, son ADN il a matché il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques années, pour un meurtre qui avait été commis en 1994. Voilà, et là récemment, en fait, ils essayent de voir si son frère il n'était pas avec lui. Lui, c'est certain qu'il y était sur le meurtre. L'ADN il a matché. Bon, ce gars il s'est suicidé. 2000, il avait été incarcéré pour avoir tiré sur un automobiliste et il était ressorti en 99, donc 2000 il était libre et il était à 170 km. Donc voilà, il était sorti en 99 à la base, il est originaire de Villeneuve, mais quand il est sorti en 99, il est allé s'installer dans une petite ville qui est juste au-dessus de Jonzac. Donc déjà, il passait souvent à proximité de Bordeaux, de la région bordelaise, quand il faisait la route entre
entre son village là et Villeneuve. Voilà. C'est un pervers sexuel, comme je vous l'ai expliqué, qui violait sa propre sœur et qui a violé une fille qu'il a tuée en 94 et il avait étranglé. Et on a vu que la victime, Cilia, elle a été étranglée aussi. Donc bon. Voilà, il y a lui. Et après, directement sur Bordeaux, alors on en avait deux. Directement sur Bordeaux, il y avait Alain Diaz. Alain Diaz, qui c'est? C'est un pervers et un malade mental qui était installé dans une cité de Bordeaux, qui s'appelle la cité des Aubiers. Et un coup, il y avait un jeune, mais c'était un garçon. Il distribuait des tickets de tombola en 2001. Lui, il a tiré dans son appartement, il a abusé, il a tué. Mais ce gars s'en prend aussi aux femmes. Voilà. Donc, bon, il a séjourné pas mal en hôpital psychiatrique, mais j'ai pas l'information qu'il était hospitalisé en 2000 quand elle a été tuée Cilia. Donc, il y a lui. Sur Bordeaux, c'est en lui que je crois le moins, c'est dans l'affaire de Cilia. Voilà, après, il y a un autre gars dont vous avez sûrement jamais entendu parler, et pourtant il est soupçonné d'être un serial killer, qui s'appelle Serge Belletti. Alors Serge Belletti, pour faire vite, bon, il était bordelais à la base. Après il est parti, bon, il a fait de la prison et tout, il est sorti, il est parti à Albi. À Albi, il a tué une autre femme qu'ils ont retrouvée enterrée dans son jardin. Ça s'est passé en mars 2000. Après ça, après avoir tué cette femme, il est reparti à Bordeaux. Donc il avait tué une femme quelques mois avant la mort de Cilia. Et voilà, donc il y avait ce type qui a aussi agressé des prostituées, etc. Donc c'est un maniaque sexuel aussi. Et il était dans la région, il était à Bordeaux. Et après notre dernier, bon, il n'était pas à Bordeaux même. Bordeaux, c'est à 70 km de la station balnéaire où elle est morte Cilia. C'est à côté. Et après, on a le dernier qui n'était pas à Bordeaux même, mais qui était en banlieue de Bordeaux. Vous pouvez compter comme si c'était sur Bordeaux. C'est Nicolas Charbonnier. Alors qui c'est Nicolas Charbonnier? Nicolas Charbonnier, il est connu sous le pseudo de l'étrangleur de la Robertso. La Robertso, c'est une rue, un quartier de Strasbourg. Là-bas, il a étranglé une minotte qu'il a laissée pour morte. Il n'a pas tué, mais elle était quasiment morte. Et après, il a tué une autre fille qui avait quasiment l'âge de Cilia. Et il est parti se mettre au vert là-bas dans la région bordelaise. Donc il y avait ce maniaque-là qui était à côté. Alors tous ces types que je vous cite là, bien évidemment, c'est dans l'hypothèse où l'ADN qui a été retrouvé sous les ongles de Cilia n'est pas celui de l'auteur du meurtre. Voilà, donc il y avait ce type là. Voilà, bon. L'étrangleur de la Robertso, tout est dit dans le surnom. Il étrangle les victimes, s'il a été étranglé. C'est un maniaque sexuel aussi. Ce gars, il est parti se mettre au vert, mais je pense pas qu'il s'est mis au vert, je pense qu'il a fait des coups dans la région où il s'est installé. Notamment, je le vois bien dans la disparition de la petite Wagon, sur laquelle j'ai fait une vidéo aussi, que je vous la mettrai en pin comment. Que si vous l'avez jamais vu ma vidéo, allez les voir, vous allez apprendre des trucs. Notamment les criminels qu'il y avait dans la région. La plupart ne sont pas cités dans les médias. Voilà, vous allez apprendre des noms dans l'affaire Wagon qui ne sont pas cités dans les médias. Et j'ai même peur qu'ils ne soient jamais apparus dans l'enquête, ces gars. J'espère que non, j'espère que les enquêteurs ils les ont écartés, que les journalistes n'en ont jamais parlé. Mais s'ils sont jamais apparus dans l'enquête, la clé de l'énigme de la disparition de la petite Wagon, elle est peut-être là. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous ai dit tout ce que je savais à propos du meurtre de cette pauvre Cilia. Faut que ce soit résolu, ça.
Elle avait que 18 ans. Elle vient en vacances chez nous en France. Elle se retrouve étranglée la tête dans le sable. C'est atroce, il faut que justice lui soit rendue. Il faut faire tout ce que vous pouvez pour que l'affaire soit élucidée, tout simplement. Alors les gens qui n'habitent pas là-bas dans la région, qui ne savent rien à propos du meurtre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors déjà commencez par partager la vidéo, qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, et parler de l'affaire autour de vous, que c'est en parlant des affaires qu'elles reviennent sur le devant de la scène et qu'il y a des témoins potentiels qui peuvent se manifester. C'est important. Je vous dis pas de partager là pour 4 vues de YouTube que j'en ai rien à foutre, je vous dis la vérité. Si je le faisais pour les vues, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc parlez de cette affaire autour de vous. Si vous êtes là-bas de la région de Bordeaux, parlez-en encore plus. Et si vous êtes quelqu'un qui sait quelque chose et qui a peur de parler, dites-vous bien quelque chose, c'est que la vérité elle finit toujours par éclater. Ça se saura un jour. Peut-être que vous avez peur, que vous savez qui c'est qui a fait le coup, mais que vous avez peur de parler. Dites-vous que il y a 20 ans, ça s'est passé. Les choses ont changé depuis. Mais par contre, la famille de Cilia, elle pleure toujours. Donc n'hésitez pas à parler. Faites-le pour elle. Faites-le pour lui rendre hommage et sa dignité. Et chose importante, si vous étiez en vacances, là-bas dans la région de Carcan, en Gironde, à l'été 2000, essayez de voir si vous n'avez pas des photos, vous avez vu la photo de Cilia, essayez de voir si elle n'apparaît pas sur des photos, des clichés que vous avez. Surtout si vous avez été au concert de reggae Sunska. Voilà, c'est ça, Sunska. Essayez de voir si vous n'avez pas des photos, des choses qui peuvent aider à faire avancer l'enquête. Si vous avez quelque chose, vous contactez la police. Voilà, si vous voulez pas vous embêter à appeler la PJ là-bas et tout ça, vous appelez la police la plus proche de chez vous, la gendarmerie, la police, vous allez au plus proche, mais parlez. Voilà, faut pas que ça reste, il faut pas que ça reste impuni ce crime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci de votre attention et à bientôt.